Mon laboratoire est dans le département de génétique à Stanford et on travaille sur les mécanismes moléculaires et génétiques de la longévité. Donc ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment est-ce que les organismes vivent plus longtemps, comment ils vieillissent, pour comprendre comment les maladies, par exemple liées à l'âge, comme le cancer, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, se développent, parce que toutes ces maladies, elles ont une composée particulière qui est liée au vieillissement. Le mot d'ordre, en gros, de mon labo et de beaucoup de labos qui travaillent sur le vieillissement, c'est comment bien vieillir. C'est pas comment vivre plus longtemps, mais c'est comment bien vieillir. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en manipulant la longévité, surtout pour ces molécules ou ces gènes qui accroissent la longévité, ils accroissent aussi cette durée de vie où l'organisme n'a pas d'effet n'a pas d'effet délétère en fait du vieillissement. Donc on travaille sur le ver, Caenorhabditis elegans, c'est un petit ver de 1 mm qui ne vit pas très longtemps, donc c'est pratique pour étudier la longévité. On développe aussi un modèle de poisson africain, le poisson qui s'appelle Nothobranchus fozeri, parce que c'est un poisson, donc c'est un vertébré, mais il ne vit pas très longtemps, il vit environ 3 mois. Donc c'est aussi intéressant pour étudier la longévité de façon rapide dans le laboratoire. Et on utilise aussi un modèle mammifère qui est le modèle de souris et des cellules issues des souris ou même des cellules humaines pour comprendre dans ce cas-là au niveau cellulaire comment les gènes liés au vieillissement ou à la longévité agissent dans chaque cellule. Ma thèse en France, mais mon postdoc aux États-Unis, à Boston en fait, à Harvard Medical School. Et à la fin de mon postdoc, j'ai appliqué pour différentes positions, à la fois en Europe et aussi aux États-Unis. Et cette position à Stanford, elle m'a semblé une des positions super parce qu'il y avait vraiment tout un groupe de gens qui étaient intéressés à non seulement comprendre biologiquement comment les choses marchaient, mais aussi développer des nouvelles approches en fait, à la fois technologiques et computationnelles pour des nouvelles types d'analyses. Donc je me suis dit que ce serait vraiment un endroit super pour étudier le vieillissement. Et donc à l'époque, il y avait moins de recherches sur le vieillissement que maintenant, ça commence à vraiment démarrer. Et c'est toujours très très intéressant, mais c'était vraiment super de démarrer quelque chose de nouveau, complètement nouveau, dans un endroit comme Stanford, effectivement. Il y a cette espèce de sky is the limit, c'est-à-dire cette espèce de côté innovateur. Ça, j'aime bien ça, cette approche-là aux États-Unis, cette espèce d'enthousiasme et beaucoup d'opportunités et d'enthousiasme et d'aspects positifs, en fait. En ce moment, ce qu'on essaie de vraiment comprendre, c'est comment non seulement les gènes, mais ce qui est autour des gènes, c'est-à-dire ça s'appelle l'épigénétique, comment ça fonctionne en fait pour réguler la longévité, par exemple en réponse à l'environnement. Et donc c'est de la recherche fondamentale qu'on fait, donc on n'est pas de la recherche appliquée, mais les implications possibles pour les maladies par exemple, c'est qu'il y a toute une série de maladies qui sont liées à l'âge. Et en fait, elles sont souvent étudiées par rapport à leurs symptômes propres. Donc il y a certaines personnes qui étudient Alzheimer, Parkinson, la maladie de Huntington, le cancer, le diabète de type 2, qui étudient les symptômes de ces maladies. Mais ce qu'on pense, c'est qu'en comprenant en fait, les mécanismes du vieillissement, on peut peut-être aller plus à la source d'une certaine façon de toutes ces maladies qui sont liées à l'âge. Et donc si on identifie des molécules ou des gènes ou des mécanismes épigénétiques qui permettent de contrôler le vieillissement, ça nous donne des moyens, des portes d'entrée, en fait, des moyens d'entrée pour de nouvelles drogues potentielles que des laboratoires pourraient dans ce cas-là tester contre ces maladies liées à l'âge. Une des façons de le comprendre, c'est d'agir sur ce mécanisme et de voir ce qui se passe. Donc par exemple, on fait des expériences où on perturbe certaines voies ou certains mécanismes, et après on détermine si ça a un effet pour augmenter la longévité. On s'intéresse plus à ce qui accroît la longévité plutôt qu'à ce qui la réduit. Et donc du coup, on arrive non seulement à mieux comprendre, mais aussi à savoir comment perturber le système pour avoir une longévité plus grande. Alors on le fait principalement en modulant des gènes. Donc c'est pas si facile que ça en fait si on pense à l'humain par exemple, d'aller moduler les gènes de l'humain. Ça reviendra à faire un peu de la thérapie génique et je pense que c'est pas tout à fait faisable dans le near future. Mais
mais ces mêmes gènes, ils codent pour des protéines, et ces protéines, souvent, on peut utiliser des molécules chimiques pour les modifier. Alors nous, on ne fait pas trop ça parce que ce serait un peu en downstream pour certaines personnes qui sont intéressées à translate, à traduire en fait les résultats fondamentaux en des médicaments. Donc après, comme on sait qu'en perturbant, mettons la molécule X, on voit un accroissement de la longévité, si on trouve des molécules chimiques qui activent cette molécule X, on se dit bon bah ça peut avoir un effet sur la longévité et peut-être empêcher certaines maladies liées à l'âge. Donc c'est comme ça que le processus se fait. Mais nous, on fait plutôt on essaie plus de comprendre comment ça marche plutôt que de voir si on peut avoir des applications finalement. En fait, en comprenant comment ça marche, on a aussi des applications d'une certaine façon. Justement, quand le consulat avait organisé, c'était ce printemps, ils ont organisé un meeting qui était très très intéressant sur le vieillissement et qui rejoignait en fait des laboratoires universitaires avec des compagnies pharmaceutiques. Et en fait, c'était super parce qu'il y a peu de meetings comme ça. Et ça permet en fait de rencontrer justement les gens qui travaillent dans ces entreprises. Donc par exemple, il y avait Sanofi comme entreprise qui est très intéressée en fait à développer, si j'ai bien compris, des molécules qui en fait empêcheraient plutôt les désagréments, mais au sens important liés à l'âge, par exemple la surdité. On ne donne pas d'argent. À part au départ, on a ce qui s'appelle un startup package, donc du coup ils nous donnent de l'argent pour démarrer le labo, c'est-à-dire acheter les matériaux et faire le départ, mais après on est censé, donc c'est le système américain, on est censé récolter de l'argent à l'extérieur. Donc la plupart de l'argent de mon labo vient en fait de trois sources en fait. Le NIH, National Institute of Health, qui est un peu l'équivalent du CNRS ou de l'INSERM, donc un fonds public où j'écris des demandes de fonds en fait, et je reçois des demandes de fonds. On a aussi de l'argent de l'État de Californie, en particulier pour la recherche sur les cellules souches. On fait de la recherche sur les cellules souches dans la longévité, donc l'État de Californie donne de l'argent pour ça. Et on a aussi des généreux donateurs, en particulier Paul Glenn, qui est quelqu'un qui vit en Californie, et à Santa Barbara, et qui donne de l'argent pour la recherche sur le vieillissement. Et donc c'est les trois sources majeures de mon labo. Lié un peu à ce que les autres autour font, donc je pense que la recherche aurait été différente. À savoir est-ce qu'elle aurait été mieux ou moins bien, c'est difficile à dire. C'est clair qu'ici il y a plus de moyens pour la recherche fondamentale. Le type de recherche qu'on fait, là encore, elle n'est pas donnée par Stanford, c'est à nous d'aller chercher les demandes de fonds, mais c'est vrai que le budget global est plus important. Mais il y a des trucs très bien qui se font en France aussi, donc c'est difficile à dire si ça avait été différent. Moi, je suis très contente ici, mais je pense que j'ai des amis qui sont restés en France et qui sont très contents aussi en France.